Les informations que nous avons reçues, il s'agit d'une explosion de gaz qui a plongé donc le quartier dans la peur et beaucoup de questionnements. On dénombre pour l'heure 6 morts. Certaines victimes rescapées auraient été référées à certains centres de santé de Cotonou, d'Abomey-Calavi pour être prises en charge. Selon des témoignages recueillis sur place, cette explosion a pollué l'environnement, rendant l'atmosphère invivable. C'est bien ça, Florence Boussa. Oui, Eric, mais les vraies femmes ont embrassé tout l'immeuble, dégageant une épaisse fumée toxique visible à des kilomètres. Les sapeurs-pompiers sont intervenus plus tard pour maîtriser le feu et sécuriser les lieux. Le chef du 3e arrondissement de Cotonou, qui a suivi la situation de très près, était sur les lieux dans la soirée de ce samedi. Il explique ce qui s'est passé. Suivant ici un extrait de ses propos. Je commence par vous dire que je suis triste. Je suis triste parce que nous sommes en début d'année 2025, et nous sommes en période festive. Dans les Vodun Days, nous étions tous sur les divers fronts, à Ouida, un peu partout. Et voilà que un malheur nous frappe dans le 3e arrondissement, au quartier Aïlawadje. Je ne sais exactement ce que les hommes d'affaires ont entreposé dans ce magasin qui a explosé et des gaz toxiques se sont échappés. On ne connaît même pas la nature de ces gaz. Nous attendons que les experts nous fassent le point. On dénombre actuellement 6 morts. Après ce que nous a dit les sapeurs-pompiers. Voyez-vous. Les morts sont sur les lieux. Je ne saurais le dire. La situation est préoccupante. Voyez-vous. J'ai réuni mon état-major. On est en veille et on suit la situation de très près. En fin de soirée de ce même samedi, le maire de Cotonou, à la tête d'une délégation de sa municipalité, s'est rendu sur les lieux. Luc Setondi Atropoué est allé pour constater les dégâts et apprécier la situation. Voilà ce qu'il a confié aux hommes des médias qui ont fait le déplacement sur des lieux. Il en appelle au sens de responsabilité de tous. Suivi. Je pense que c'est l'occasion à nouveau de rappeler à chacun que notre irresponsabilité ne doit pas créer de dommages à des gens paisibles, à des paisibles populations. Parce que lorsque vous exposez des produits toxiques, alors que ceux qui sont là ne sont pas censés savoir ce que vous avez exposé, et que comme ça, vous les entraînez dans l'au-delà, c'est quand même assez triste. Moi, je pense que dans les circonstances, les mots souvent manquent. Je voudrais par contre remercier les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les policiers, l'agent de la maison civile, son directeur, toutes les autorités. Le déplacement, le chef d'arrondissement, les conseillers, les chefs de quartier sont tous mobilisés. Je voudrais leur en savoir gré et prier pour que les âmes des disparus reposent en paix. Et pour finir, dans le département de Lomé et précisément dans la commune de Semepodji, la fête des religions endogènes a été célébrée avec faste sous la direction du médiateur des dignités et cultes endogènes dans la commune. Adeptes, autorités politico-administratives et population étaient à la place Tonifa pour magnifier la beauté des divinités vaudou suivies. Décor dégoulinant de sueur, mosaïques de couleurs, chants et danses sacrés à la gloire de différentes divinités. C'était le décor ce vendredi dans la commune de Semepodji pour ce qui est de la fête du 10 janvier, la fête des religions endogènes. Autorités politico-administratives, dignitaires religieux, fils et filles de Semepodji étaient présents pour célébrer la beauté de cette spiritualité vaudou héritée des ancêtres. La commune de Semepodji
regorge beaucoup de potentiel touristique, tant matériel qu'immatériel. Et nous devons en donner la preuve chaque fois que l'opportunité nous sera offerte. C'est le lieu de témoigner notre gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour ses nombreux investissements dans le cadre de la révélation de notre culture. Nous devons placer la célébration de nos cultures endogènes de ce jour sous le signe de la cohésion, de la compréhension mutuelle et de la convivialité retrouvée pour donner de la visibilité à nos actions au plan communal et national. Pour le maire Jonas Benametor, la valorisation et la promotion du Bénin comme destination touristique majeure en matière de spiritualité vaudou appelle également que l'on jette un regard bienveillant sur les couvents et les adeptes dont le personnel se renouvelle malheureusement très peu. Nous devons démystifier le vaudou. Le vaudou ne doit pas être diabolisé. Le vaudou doit être conçu, compris et entretenu comme nos églises. Alors, si l'organisation, la prise en compte du vaudou, la transformation du Bénin en une capitale mondiale de vaudou doit se pérenniser, que faisons-nous de nos couvents? Que faisons-nous des adeptes qui doivent continuer cette tâche et être une matérialisation de ce que nous croyons, à ce que nous disons, à ce que nous faisons? Pourquoi baptiser les gens tous les jours dans les églises et combien on initie dans les couvents aujourd'hui? Nous constatons un vieillissement inquiétant de cette population-là, alors que nous faisons une campagne d'envergure internationale pour valoriser le vaudou dans notre pays. La commune de Sémépodi que je dirige doit savoir que la réhabilitation des temples, des couvents, est en même temps une obligation que la construction des écoles, la construction des centres de santé. Une parade des fidèles vaudous et une bénédiction œcuménique ont clôturé les manifestations sur cette place Tonifa de Sémépodi. Eric, c'est la fin du bulletin d'information. Merci à vous, Florence Boursard. L'information se poursuit sur Canal 3 Télévision à 13h avec, bien entendu, le journal du 13h à 19h30, la grande édition de la soirée. Merci et très bonne journée à vous. Bonne journée. Après vous, c'est la une des journaux. Que dit la presse au Bénin ce lundi matin? On commence par le quotidien Fraternité Vodou Days, les 9, 10 et 11 janvier 2025 à Ouida. Immersion dans la tradition et la spiritualité. À lire aussi à la une de ce journal Fraternité, attaque terroriste au nord du Bénin. Des soldats tués. La CEDEAO condamne bien entendu cette date. Vous avez également un titre sur l'incendie qui a donc eu lieu à Akpakpa, 6 morts et plusieurs blessés, mais aussi les consignes du ministère de l'Intérieur aux populations pour éviter les intoxications. Et puis avec le service public, la nation retour sur 3 jours intenses et riches en couleurs. Bien entendu, vous avez à la une du journal La Nation qui vous propose un retour sur les 3 jours des festivités des Vodou Days. Et puis vous avez également le signe fou, Bidi Yekou, révélé le sens de la consultation, donc le TOFA 2025. Et puis après, le quotidien du service public La Nation, l'opinion aujourd'hui, un voyage envoûtant au cœur de la spiritualité béninoise. Le journal propose également à ses lecteurs un article sur les Vodou Days 2025, montée des attaques terroristes, l'urgence d'une réponse adéquate face à la menace persistante. C'est à lire, bien entendu, dans les colonnes du journal L'Opinion d'aujourd'hui. L'événement précis, Vodou Days 2025, l'apothéose Ouida, Talon et Soglo, présent, nous informe le journal l'événement précis.
Plusieurs personnalités témoins des grands moments, une immense arène de spectacles inaugurée à Ouida, concerts de musique moderne et traditionnelle à l'ambiance culturelle tout azimut. C'est allé également dans le journal l'événement précis d'Abarou à présent. Bono, Adjoum et Dangbo exposent les défis climatiques, c'est à lire dans les colonnes du journal d'Abarou. Nord-Sud quotidien, terrorisme au Bénin, un groupe revendique la lourde perte de l'armée, conférence épiscopale, cybercriminalité et insécurité préoccupent le clergé. Vaudou aussi, on en parle dans le quotidien Nord-Sud. Les préjugés, bien entendu, déconstruits à Ouida, c'est-à-dire dans les colonnes du journal. Ensuite, un autre titre, l'inflation normative, ce poison qui freine le développement. Et puis avec le matinal à présent, attaque terroriste, accident, incendie et divers drames ces derniers jours. Le Bénin debout malgré tout. Le journal propose également un article sur ces différents événements qui se sont déroulés ces derniers jours au Bénin. Deuxième édition des Vodou Days, une réussite intentionnante, nous propose donc le journal. Temps fort des festivités et puis impression de participants. On va finir avec le quotidien Fraternité, Vodou Days, les 9, 10 et 11 janvier 2025 à Ouida. Immersion dans la tradition et puis la spiritualité. Les 9, 10 et 11 janvier, Ouida a accueilli le plus grand événement culturel national, les Vodou Days. C'était 3 jours de célébration de l'art, de la culture et de la spiritualité. Vaudou, un autre titre à lire dans le journal Fraternité de ce matin. Attaque terroriste au nord du Bénin, des soldats tués. La CEDEAO condamne l'acte et puis explosion de gaz à Kwakba, à Yelawadje 1, 6 morts et plusieurs blessés. À lire aussi dans le journal Fraternité les consignes du ministère de l'Intérieur aux populations pour éviter les intoxications. C'était à l'instant la une des journaux sur Actu Matin. Bien entendu, nous allons passer à présent à la rubrique sport avec Candide Rourinto. Candide Rourinto, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Eric, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Avec vous, on parle sport. On commence le tour d'horizon sportif de ce matin. Par le football, on commence par ce qui fait l'actualité depuis hier nuit. Le FC Barcelone est super champion d'Espagne. Oui, Eric, les Blaugrana, bien entendu, les hommes d'Anciflic ont arraché hier la Super Coupe d'Espagne devant les hommes de Carlo Ancelotti dans une finale folle, bien entendu, qui s'est déroulée en Arabie Saoudite. Une finale assez sensationnelle, vous allez le voir sur les images. Le FC Barcelone qui inflige une correction historique 5-2 au Real de Madrid pour s'offrir le 15e sacre de son histoire dans la compétition et demeure le seul club ayant le plus remporté le tournoi avec désormais 15 trophées. Bien entendu, d'abord l'ouverture du score qui va intervenir, vous allez le voir après, bien entendu, ces différentes séquences de jeu. L'ouverture du score qui va intervenir sur cette action de Kylian Mbappé qui va permettre au Real de prendre le devant dans la rencontre à la 5e minute de jeu, bien entendu. Lamine Yamal, le joueur du FC Barcelone, permet au FC Barcelone d'égaliser, bien entendu, quelques minutes plus tard, 17 minutes plus tard, bien entendu. Robert Lewandowski donne l'avantage au FC Barcelone aussi à la 36e minute de jeu sur penalty, bien entendu, avant que Rafinha à la 39e minute et Baldé dans les derniers instants de la rencontre, bien entendu, permettent au FC Barcelone de mener à la pause 4-1. Ça, c'était à l'instant le deuxième but de la partie. Et là, la transversale de Jules Koundé qui permet à Rafinha de permettre au FC Barcelone de prendre les devants de la rencontre 3-1, bien entendu, sur cette situation. Et puis le quatrième et dernier but de la première période de cette finale entre le Real Madrid et le FC Barcelone, but marqué justement
par le joueur Baldé qui permet au FC Barcelone de mener 4-1 à la pause. Au retour des vestiaires, le FC Barcelone n'a pas traîné les choses. D'abord, le but de Rafinha à la 48e minute de jeu avant la réduction du score du Real de Madrid sur coup franc à la 60e minute de jeu, score à l'arrivée 5-2 en faveur du FC Barcelone qui s'adjuge ainsi son 15e titre en Supercoupe d'Espagne. Allez, on va... Une très belle célébration hier dans les rues de Cotonou, ça criait partout, les fans du FC Barcelone. Du FC Barcelone justement pour cette finale qui s'est déroulée entre le FC Barcelone et puis le Real de Madrid. Vous vous souvenez certainement que cette saison, ça fait la deuxième fois que le Real Madrid affronte le FC Barcelone. D'abord, ce match est déroulé en championnat où le FC Barcelone s'impose 4-0 au Real de Madrid. Et puis après, hier, une victoire à nouveau pour les hommes d'Anciflic qui infligent une correction au Real de Madrid 5-2 dans cette finale de la Supercoupe d'Espagne. Revenons bien entendu sur le continent pour parler. Comme dirait l'autre, c'est du lourd. Justement, c'est du lourd pour les hommes de Carlo Ancelotti qui ont une nouvelle fois été punis par les hommes de Hansi Flick. Et revenons sur le continent maintenant pour parler des interclubs de la CAF dont la 5e journée s'est déroulée en cette fin de semaine. 8 matchs à disputer au total à l'occasion de cette 5e journée de la phase de groupe en Ligue africaine des champions, comme vous le voyez sur les images. Bien entendu, les matchs de la Ligue des champions, ça c'est pour les matchs de la Coupe de la Confédération CD Lundasoul et la Renaissance sportive de Berkane se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge. 2-0 pour la victoire de Stellenbosch devant l'équipe de Stade Malien, 1-2 pour la défaite de Orapa United devant USM Alger. Le CS Constantine d'Algérie s'est imposé par un score de 3-0 devant le CS Facien, score nul, 1 but partout à l'arrivée entre l'UFC Brabo Domaki et Simba SC de la Tanzanie, ASC Jaraf du Sénégal et puis l'ASEC Mimosa se sont bien entendu disputé un match, sinon une explication assez lourde. Score à l'arrivée 1-0, 1-3-1 pour la victoire de Zamalek SC devant l'association Black Bulls et puis score nul, 1 but partout entre Enyimba FC et Al Masry. Comme vous le voyez sur l'image, c'est bien entendu les matchs de la 5e journée cette fois-ci de la Ligue africaine des champions où déjà vendredi l'équipe du MC Alger s'est imposée par un score d'1-0 au tout-puissant Mazembe qui sort de la compétition en phase de groupe. Puis l'équipe de l'AS Menyama Union s'est inclinée sur un score d'1 but contre 2 devant Mamelodi Soundo, 3-1 pour la victoire d'Al Ahly d'Égypte devant le stade d'Abidjan. SGD Sagrada Esperanza s'est incliné sur un but contre 1 devant Pyramide FC Asfa du Maroc et Raja de Casablanca se sont neutralisés au bout d'un score nul d'1 but partout. 2-1 pour la victoire de Orapa Orlando Pirates, bien entendu, devant l'équipe du CRB Luisade. Et puis, score d'1-0 pour la victoire de l'Espérance de Tunis et puis de Young Africain, respectivement, devant Toliba AC de Bamako et puis Al Hilal SC du Soudan. Super Ligue Pro à présent, proximité oblige candide et au plan national, la 16e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est déroulée ce week-end. On note fortune diverse pour les différents clubs. Oui, un total de 16 matchs disputés comme à l'accoutumée à chaque fin de semaine pour ce qui est de la Super Ligue Pro du Bénin. Bien entendu, dans la poule A, l'équipe de Abeille FC s'est imposée par un score de 2-0 à celle de Dynamo FC de Parakou. Beki FC s'est incliné sur un score de 0 but contre 1 devant l'US Cavalier. Score nul d'1 but partout entre Dynamo FC d'Abomey et puis les Buffles de Parakou. L'AS Takounen s'est offert une victoire écrasante 5-0 devant l'AS Tonnerre. Banigansé et Real Sport de Parakou se sont neutralisés au bout d'un score nul d'1 but partout. 3-0 pour la victoire de Damissa FC de Ndali devant Dynamique FC de Djougou. Espoir FC et puis Audio se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge. 1 but partout entre l'Autopopo et le promu Bois. Puis Pontet et Dadje se sont aussi partagés les points au bout d'un score nul de 2 buts partout. Dans la poule B maintenant, vous allez le voir, l'AS Cotonou et puis AMFC ont livré un match sur les installations du stade René Pleven d'Akwapa. À l'arrivée, victoire 4-2 de AMFC de Pobet devant l'équipe des Adjaka Lolo de l'AS Cotonou. Les champions en titre se sont imposés par un score d'1-0 à leurs homologues de Avrancourt. Omnisport Dragon et puis l'AS Soubemap se sont neutralisés au bout d'un score nul d'1 but partout. 1-0 pour la victoire de l'Étoile Filante devant l'équipe de la jeunesse sportive de Ouida. L'USS Craqué s'est imposé par un score de 2-0
à l'équipe de Adidas Park. Et puis Aziza ont partagé les points au bout d'un score nul de 2 buts partout. 2-1 pour la victoire de Asfo devant l'équipe de la jeunesse athlétique de Kétou. Score nul et vierge entre l'équipe de la jeunesse sportive de Pobet et Sitatonga, et puis entre les requins de l'Atlantique et puis l'AS Police. À l'issue de cette 16e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, le top 9 dans les deux différentes poules se présente comme suit. Dans la poule A, l'équipe de Dynamo FC d'Abomey est en tête avec un total de 33 points, un goal différentiel de plus 12, suivi de l'équipe de l'US Cavalier avec 31 points, un goal différentiel de plus 8. L'équipe de Dadi FC d'Apla revient en 3e position avec 30 points. Tamisa FC de Ndali est 4e de cette poule. Espoir FC est 5e, Ponte FC de Djougou est 6e, Olu FC de Comès 7e, l'AS Tarkounet est 8e de cette poule, et puis l'équipe de Loto Popo FC de Grand Popo est 9e de cette poule A avec un total de 21 points au compte. Dans la poule B maintenant, c'est l'équipe bien entendu de Dragon FC de Lomé qui est en tête avec un total de 31 points et un goal différentiel de plus 12, suivi de l'équipe de AMFC de Pobé avec 28 points, un goal différentiel de plus 9. L'AS Soubemap vient en 3e position dans cette poule B avec 28 points au compte, un goal différentiel de plus 9. En 4e position, on retrouve l'équipe de l'USS Krake. En 5e position, Coton FC de Ouida. Asvo est 6e. En 7e position, la jeunesse sportive de Ouida. Et puis, la jeunesse sportive de Pobet est 8e de cette poule. Et puis, au bas de ce tableau, en 9e position, on retrouve l'équipe de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Ça, c'est pour les hommes. Chez les dames, la 6e journée de la première division féminine a eu lieu ce week-end, et ce uniquement pour les équipes de la poule A, puisque les équipes de la poule B étaient au repos ce week-end. À domicile, l'équipe de Cepos n'a pu résister face à celle championne en titre qui s'est imposée par un score de 3-0. En déplacement à Diefa, l'équipe de Samneli est venue à bout de celle de l'UMSA par un score de 3-2. En ballottage au bas du classement, Espoir FC s'est offert une précieuse victoire 2-0 face à l'équipe de Dynamique FC et d'Abomey Calavi à domicile. Tambo FC d'Adjara a dompté par 4-2 Aigle Royal, bien entendu. Et le match entre Asaba, comme vous le voyez en haut du tableau, Asaba et Nadia, qui devra se jouer le samedi 11 janvier à 14h sur les installations de l'université d'Abomey Calavi, a été reporté faute d'indisponibilité de stade. On va poursuivre cette rubrique sport, Candide Ronrento. On parle à présent d'une discipline. La Fédération béninoise de roller sport, sous l'égide de la francophonie, a accueilli ce week-end le 2e séminaire de la francophonie à Cotonou, au Bénin. Oui, de la francophonie skate à Cotonou. Eric, ce week-end, le Bénin était le carrefour du skateboard francophone. Il s'agit de plusieurs jours de travaux entre les différents acteurs du skateboard francophone pour l'avenir du skateboard dans le cadre de la francophonie skate. Le skateboard, vous le savez certainement, c'est cette discipline-là olympique qui était même à Paris à l'occasion des Jeux olympiques de 2024 et qui est une discipline en plein essor au Bénin. Près d'une vingtaine de responsables de fédérations de plusieurs pays, dont la France, le Cameroun, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et bien d'autres, ont effectué les déplacements de Cotonou pour échanger, discuter et scruter les opportunités de coopération dans l'espace francophone en matière de skateboard, comme je le disais, une discipline olympique en plein essor au Bénin. Dans la francophonie, suivons ici un extrait qui revient sur le bien fondé de ce séminaire qu'organise la Fédération béninoise de roller sport. Comprendre comment fonctionnent les différentes organisations sportives, d'avoir une meilleure conscience de soi pour mieux agir au sein de l'Union. L'idée, c'est qu'il y a des concurrences entre les différents discours et il s'agit d'avoir des discours qui s'appuient sur des réalités tangibles et d'être capable de cheminer ensemble, de faire connaître des besoins en termes de connaissances sur cette union pour partager un diagnostic commun et des moyens d'action.
lorsqu'on prend les déterminants de la performance au niveau de francophonie skate, la présence parmi vous des scientifiques de l'université de Rouen peut vous amener à mesurer les performances de nos athlètes, à diagnostiquer leurs performances et à proposer des solutions pour l'amélioration, que ce soit au niveau de la nutrition, de la psychologie, de la sociologie sportive liée au skateboard, psychologie, sociologie sportive liée au skateboard. Le skateboard, si on prend l'Afrique, les parents, les tantes, les oncles ne vont jamais permettre à un enfant de monter sur une planche. Vrai ou faux? C'est un jeu dangereux. Eux, ils sont là pour démontrer, mais non, mais non. Le séminaire vise donc à favoriser les échanges définis des stratégies communes, renforcer la coopération en vue du développement du roller en général et du skateboard en particulier. À terme, bien entendu, il s'agira de permettre aux fédérations de disposer d'une stratégie commune pour le développement du roller sport dans l'espace francophone et de renforcer les liens de coopération. Suivons ici un extrait du président de la Fédération béninoise de roller sport. Le tennis de table a déjà eu à faire son expérience l'année passée en 2024 en Côte d'Ivoire. Et cette année, les organisateurs sont en train de porter leur attention sur le Bénin en collaboration avec la mairie de Cotonou pour qu'un grand événement des Jeux de la francophonie des jeunes dans l'espace de roller et du skateboard soit organisé au Bénin. Eu égard à ça, nous avons aussi beaucoup de panels, de communications à développer avec les séminaristes dans le but de leur montrer l'importance de notre union pour qu'on soit fort demain afin de mieux promouvoir le roller dans toutes ces dimensions au plan francophone. Bon, nous attendons de bonnes collaborations. Si on peut partager les expériences. Comme nous aussi, nous sommes une nouvelle fédération, on a besoin de beaucoup d'expérience, même pour la formation technique, la formation des instructeurs. On peut avoir beaucoup ici. On peut trouver beaucoup pour la collaboration de la francophonie. Parlons d'une autre discipline maintenant pour boucler le tour d'horizon sportif de ce lundi. Parlons handball. Justement, la Fédération béninoise de cette discipline, la saison sportive 2024 a été bouclée par la phase finale du championnat national amateur de handball. Une phase finale qui intervient après les phases zonales, bien entendu une finale qui s'est déroulée sur les installations du Roi des Arts Loisirs et Sports de Cotonou. On va suivre ici le résumé des différentes finales. Le suspense s'est installé depuis le début de la compétition. Et même en finale, elle n'a pas faussé compagnie au Roi des Arts Loisirs et Sports de Cotonou. Défait d'entrée par Bosco Star de Parakou, l'équipe de l'Aspac Handball Club se retrouve en finale face au même adversaire. Et pour les Portugais, il faut prendre sa revanche sur l'adversaire afin de soulever le trophée de cette deuxième édition du championnat amateur. Mais en face, les Bosco Stars veulent récidiver pour s'offrir le Graal. L'adversité était intense sur le terrain, dans une finale épique où aucune équipe ne voulait lâcher prise. Mais la solidité défensive de Bosco Stars et sa lucidité devant le but adverse n'avantage guère Aspac qui est mené à la pause 12-8. Au retour des vestiaires, l'intensité n'a pas baissé. Aspac parvient à rattraper son avantage au score et envoie le suspense à son apogée. À quelques secondes de la fin de la rencontre, les hommes de l'Aspac passent devant 21-20. Un point d'écart suffisant pour détrôner Asso Volcan au coup de sifflet final. Nous avons fait une première partie où les joueurs ne s'étaient pas du tout retrouvés, ce qui a fait que nous avons connu le résultat que vous avez connu en première partie, 4 buts d'écart, je pense bien. Les enfants, je leur ai toujours fait savoir que rien n'était encore perdu.
hein, et que l'adversaire venait de jouer sa partie et que la partie suivante nous était réservée et qu'il devait jouer le tout pour tout, n'est-ce pas, pour que la victoire soit la nôtre. On vient de passer 5 jours de compétition où les enfants étaient obligés de jouer tous les jours. Ils sont jeunes, ils manquent d'expérience et à la fin aussi, comment dire, l'énergie était terminée. Donc, maintenant on va encore travailler et on verra l'année prochaine. Un peu plus tôt, la finale chez les dames a opposé l'équipe de Flower Handball Club à celle d'Espoir Handball Club de Parakou, championne en titre. Dans un remake de la finale de la précédente édition, les tenantes du titre ont eu à faire face à une adversité plus relevée que celle de l'année écoulée. Flower s'offre sa revanche avec une victoire 39-25 pour s'offrir le Graal de cette deuxième édition du championnat national amateur de handball chez les dames. On n'est jamais satisfait d'avoir les titres. Je dois dire un grand merci à mes joueuses. Elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient avec un effectif de 10 joueuses, je vais dire. On a fait toute une compétition jusqu'à la remporter, là où il y a beaucoup qui ne croyaient pas en nous. Et un satisfait doit être donné à l'équipe de Bosco Star qui a fini équipe vice-championne, qu'on n'attendait pas à ce niveau, mais avec uniquement de jeunes joueurs. Aspac Handball Club et Flower, nouveaux champions respectivement chez les hommes et chez les dames amateurs au thème de la compétition. Rendez-vous dans un an où ils auront à revenir pour défendre leur couronne. Voilà, ça sera tout ce matin pour les sports. Merci à vous, Candide Ronrenaud, pour la rubrique sport. On se retrouve demain matin pour d'autres informations sportives sur Actu Matin. On va passer à l'invité, il est déjà installé. Je vous l'annonçais en introduction, notre invité est natif de Ouidah, mais aussi honorable député à l'Assemblée nationale Messan, Diego. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Principale question, Vaudondès 2025, stop et fin. Qu'est-ce qu'on retient, vous qui êtes natif de Ouidah? D'abord, je vous remercie de nous donner cette opportunité dès le lendemain, on va dire dès la fin des festivités, de nous donner l'occasion de nous exprimer à chaud, on va dire, sur le Vaudondès. Il va sans dire que si on doit faire un bilan abouti, on n'a pas encore tous les éléments, mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est que Ouidah a été honoré et valorisé. Honoré parce que le chef de l'État, en faisant le choix, lui et son gouvernement, d'installer ce festival de Vaudondès à Ouidah, parce qu'il faut faire la précision, il faut apporter la précision que Vaudondès, c'est le festival qui se tient à Ouidah et qui a connu 2 éditions, et les spécialistes diront qu'on a eu l'édition 0 et l'édition numéro 1. Ce festival se déroule pendant les fêtes traditionnelles. Hein. Vous savez que le 10 janvier a été, les fêtes de Vaudou du 10 janvier ont été soutenues par une loi et désormais ça s'appelle les fêtes des religions traditionnelles et cela se célèbre le 2e vendredi du mois de janvier de chaque année et depuis la veille déjà qui est férié le jeudi spécial parce que vous savez qu'en matière de vaudou on doit faire des libations avant d'engager les festivités. Donc jeudi et vendredi sont fériés et cela donne dans un week-end samedi, dimanche. Ce qui fait que les adeptes du vaudou, les dignitaires du vaudou se réjouissent d'avoir non plus une journée de célébration, mais on va dire 2 jours officiels et même 4 jours de célébration. Et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Le Vaudondès se déroule à Ouidah, la fête des religions traditionnelles, c'est sur toute l'étendue du territoire national, partout où on peut parler de vaudou. Alors je disais que Ouidah est honoré d'abriter cet événement et Ouidah se réjouit d'abriter cet événement du fait que cela a beaucoup de retombées pour la ville. Le président de la République et son gouvernement ont engagé des investissements structurants dans la ville et ils ont créé beaucoup de sites d'accueil, des sites touristiques et qui aujourd'hui sont des réceptacles pour ces événements de Vaudondès, ces spectacles de Vaudondès
et aussi ceci permet d'utiliser notre patrimoine immatériel, notre richesse immatérielle et d'en faire une source de revenus. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas d'or, en tout cas pas pour le moment, je n'en ai pas vu. Mais nous savons que cette richesse inépuisable de notre culte, de nos cultes, de notre culture, de notre tradition, de nos croyances, et qu'on structure si bien, qu'on est en train de travailler pour le rendre consommable par l'extérieur, et tout ceci nous permet de renforcer notre offre touristique et de faire en sorte que le Bénin et Ouidah deviennent des sites, des destinations prisées de par le monde. On a pu constater tout l'investissement que le gouvernement y a mis dans cette organisation. En termes de retombées, on y voit également beaucoup d'infrastructures dont bénéficie la ville de Ouidah, l'arène qui a été inaugurée par exemple. Oui, vous n'êtes pas resté sans remarquer que, on va dire, le coup de cœur en termes de réalisation d'infrastructures pour l'édition 2025, c'est cette arène, magnifique arène, qui en apothéose a accueilli la fin des Vodun Days et toutes les manifestations, tous les rythmes qui, pendant 3 à 4 jours, ont secoué, ont animé la ville de Ouidah, et la plupart se sont retrouvés au sein de l'arène pour offrir un spectacle de choix. Et une chose particulière, le dawé qui ne sort plus fréquemment, et qui, vous devez le savoir, vous devez vous en souvenir, a été l'un des spectacles qui ont offert au Bénin sa médaille d'or aux arts nègres il y a de cela quelques dizaines d'années. Absolument. Aujourd'hui, on peut le dire, sans se tromper, Ouidah, une bonne destination touristique à l'échelle internationale? Ouidah était une bonne destination touristique. Je vous dirais que Ouidah est une très bonne destination touristique aujourd'hui. J'aime dire que c'est un musée à ciel ouvert. Le gouvernement parle de ville-musée, cité-musée. Et vous savez que vous pouvez, en tant que touriste, vous pouvez venir à Ouidah sans aller dans les sites. Je ne le conseille pas, je ne le recommande pas. Mais s'il vous arrive de ne pas aller dans les sites répertoriés par le gouvernement, vous pouvez séjourner à Ouidah et faire votre plaisir et remplir vos objectifs en termes de découverte touristique. Il n'y a pas ce week-end où il n'y a pas une manifestation typique de vaudou dans une des maisons de Ouidah. Donc, oui, ce n'est que justice que de mettre en valeur toute cette richesse de cette magnifique ville et qui aujourd'hui, la ville ocre, vous avez dû constater, est décorée, on va dire reconstruite cette ville pour être davantage capable d'accueillir toutes ces manifestations. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que rendre justice à Ouidah, qui pendant longtemps a été le théâtre de départ d'esclaves, départ déchirant, de pleurs, de sang et de sueur, et qui aujourd'hui, avec joie et gaieté, accueille les descendants de ceux-là qui sont partis et qui reviennent dans leur pays, je dis bien dans leur pays, célébrer le vaudou avec nous. Et puis au cœur de cette célébration, honorable député à l'Assemblée nationale, il y a eu la consultation du TOFA. Nous savons combien les Béninois sont attachés justement à cette consultation qui déroule un peu comment l'année va se dérouler. Comment vous accueillez ce signe qui est sorti de cette consultation? Oui, vous savez que le FA, c'est une science. Et de plus en plus, nous sommes nombreux à y croire. Qu'on croit au vaudou ou pas, le FA fait des démonstrations scientifiques, a une approche méthodologique. Et quand on est initié, on peut comprendre déjà. Et on n'a même pas besoin d'être forcément initié. On peut être consommateur du FA et ça n'empêche pas d'avoir d'autres croyances. Et le signe qui est sorti, les spécialistes l'ont interprété. Je retiens que le FA nous dit que nous aurons davantage de développement, nous aurons davantage de richesses, mais qu'il faut savoir protéger ces richesses-là. Et que les gens qui peuvent s'attaquer à nous se le tiennent pour dit, la maison est bien gardée, et que nous devons faire l'effort
de rester ensemble, solides ensemble, pour pouvoir bien garder la maison, protéger notre richesse, protéger notre développement. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques interprétations. Je ne sais pas si vous avez appris que le FAD recommande de réduire les virées nocturnes. D'accord. Je sais que nos téléspectateurs prendront bonne note justement sur cette recommandation du FA. Vous ne pensez pas que vous soyez concerné par ça? C'est le FA qui a parlé. Okay, donc, alors, dites-nous, en tout cas, avec ces jours de célébration, il y a eu quelques événements malheureux, des incidents par ici, des attaques par là. Nous allons surtout marquer un arrêt sur cette attaque dont le Bénin a été victime dans le Nord, qui a coûté la vie à un nombre assez considérable, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité. C'est quand même un détail qui a entaché un peu la célébration des Vodun Day cette année. C'est un choc que nous avons tous reçu. Et avant d'aller plus loin, nous devons de nous recueillir devant la mémoire de nos soldats, ceux qui nous défendent, ceux qui sont sur le front et qui nous protègent. On vient de parler du signe du FA qui a demandé que la maison soit davantage protégée. Et en pleine célébration, nous recevons ce choc-là. Le timing de cet événement me choque et me désole, nous attriste, nous tous. Nous devons présenter nos condoléances aux familles de ceux qui ont disparu. Et s'il y en a qui sont blessés, nous leur souhaitons prompt rétablissement. Le président de la République, devant l'Assemblée, a commencé son discours en rappelant que c'est un défi permanent pour nous de protéger nos frontières et d'être aux aguets, d'être alerte pour protéger le territoire national contre ces attaques révoltantes et injustifiées. Cela dit, les forces armées, les forces de sécurité et de défense sont, à mon sens, prêtes. Et nous leur souhaitons beaucoup de courage, et nous leur souhaitons beaucoup d'énergie. Elles ont déclaré, ces forces-là elles-mêmes, n'avoir jamais été aussi équipées que dans ces moments-là. Tant mieux si les équipements existent. Et nous devons prier pour qu'il y ait davantage de vigilance, davantage de stratégie pour que des cas aussi malheureux ne surviennent. C'est tout frais, on est tout malheureux d'en parler. Nous sommes en deuil et nous présentons nos condoléances à toute la nation béninoise, à commencer par le président de la République et particulièrement aux familles de ceux qui ont donné leur vie pour que notre sécurité, ou plutôt que notre vie, notre quiétude soit défendue. Mais il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, dans son discours, rassurait de ce qu'on a pris véritablement toutes les dispositions pour faire face à ce phénomène. À cela aussi s'ajoute sa visite du côté d'Alada, où il a rencontré les éléments de la garde nationale avec toujours un ton rassurant. Est-ce que vraiment, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous assurez le contrôle de ce qui se fait par le gouvernement du côté de l'armée? Je viens de vous le dire, il n'a pas été question, ou plutôt, on n'a pas eu besoin d'en poser la question au chef de l'État avant que lui-même d'emblée, à l'entame de son discours, n'aborde la question de la sécurité. On a beau faire tous les investissements possibles, on a beau développer toutes les stratégies, déployer toutes les actions sur le terrain, si la sécurité n'est pas au rendez-vous, si la sécurité n'est pas au top, comme dira l'autre, eh bien, il y aura toujours quelque chose qui manquera, il y aura toujours de l'incertitude pour l'investisseur, notamment celui qui vient renforcer notre tissu industriel. Alors, donc, le chef de l'État l'a abordé, et en tant que député, vous savez que on sortait de la période de l'adoption du budget, et ceci a été un cas particulier quand le ministre délégué auprès du président de la République en charge de la Défense est venu présenter son budget. Cet aspect a attiré l'attention, a fait l'objet d'une attention particulière des députés. Mais vous savez, nous sommes en face d'une guerre, on va dire, injuste. Vous savez, quand il y a un militaire dans un coin, un militaire notamment dans cette zone-là,
il est habillé en militaire, on le connaît. Mais le djihadiste, ou plutôt celui qui l'attaque, qui se déguise en berger, en commerçant, et personne ne peut les identifier jusqu'au moment où ils s'attaquent aux nôtres. C'est une guerre déséquilibrée et il faudra davantage de stratégie. Mais je crois que nos forces armées sont suffisamment galvanisées. Et le fait que le chef de l'État, comme vous le dites si bien, est allé déjeuner avec eux. Et vous avez dû le remarquer, a présenté les vœux à la nation depuis la caserne de Dessa à Alada. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'on aurait pu sursoir la célébration de Vodou Days au nom des soldats qui ont perdu la vie dans cette attaque? À chacun sa vision, à chacun son opinion. Ceux qui se gargarisent des malheurs qui nous arrivent ont certainement leur stratégie. À mon sens, vous avez dû remarquer que le Vodou Days, ce n'est pas une action en l'air comme ça, c'est toute une stratégie, c'est tout un déploiement. Il y a autant d'invités que de touristes qui sont là. Vous savez, l'année dernière, déjà, on a été à 100 000 participants. Et cette année, on a certainement doublé ce chiffre. Je n'en sais rien. Comme je vous le disais, les statistiques à l'heure du bilan nous éclaireront. Alors, vous imaginez qu'on annule tout ceci. Les dégâts qu'on a connus au nord, ou plutôt sur les terrains de l'affrontement, peuvent être les mêmes si on annule. Ce n'est pas responsable pour un État d'annuler une manifestation aussi grandiose, aussi finalisée. Surtout que ceci se fait en pleine manifestation. Ceux qui ont fait ce vilain coup ne donnent pas l'opportunité, ne donnent aucune possibilité au gouvernement de faire autrement que de continuer la manifestation. Parfait. Merci à vous, honorable député Messon Diego. Merci vraiment d'être passé sur le plateau d'Ati Matin. C'est la fin de nos échanges. Vous avez un dernier mot? Oui, je voudrais que vous m'accordiez de remercier la presse béninoise pour sa couverture parfaite de Vodou Days. J'ai été séduit. C'est vrai que nous aurions aimé que tout le monde soit à Ouida, mais ceux qui sont restés chez eux ont pu suivre, que ce soit sur la chaîne nationale, les autres chaînes, je ne veux pas citer vos concurrents, que Canal 3, toutes les chaînes se sont mobilisées pour couvrir ce Vodou Days. Et en dehors de la presse, je citerai la sécurité à l'intérieur de Ouida, je citerai les agents de santé à l'intérieur de Ouida. Et mon coup de cœur en la matière, c'est la société de gestion des déchets et de la salubrité qui a déployé plus de 300 agents. J'ai rencontré le directeur général. Dans sa tenue, je ne l'ai pas reconnu, c'est lui qui est venu me secouer. Je le salue. Ils ont fait un travail parfait. La ville est restée propre. Que la ville est restée très propre et je crois que c'est assez important pour être souligné. C'est la preuve que tout le monde, chacun a donné du sien pour que l'édition 2025 des Vodou Days soit un succès et je remercie tout le monde. Rendez-vous en 2026. Rendez-vous en 2026. Actu Matin se poursuit. Dans la deuxième partie, nous aurons le commentaire de la rédaction avec Franck Aounon et puis la revue de presse avec Hugues Vénigberma. Une pause et on revient. Le Bénin évolue. Son économie s'industrialise, ses opportunités se multiplient. Et la Banque internationale pour l'industrie et le commerce a toujours accompagné cette transformation. Aujourd'hui, devenez copropriétaire de la BIIC en achetant des parts d'une banque en pleine croissance. Achetez vos actions à 5 250 francs CFA la part du 13 janvier au 28 février 2025 avec la possibilité d'une clôture anticipée. Cette opération est autorisée par l'AMF sous le numéro de visa numéro OA 2402. Souscription ouverte à toute personne morale et physique, y compris la diaspora, auprès de toute SGI agréée de la zone UEMOA.
Profitez des Corsair Days et envolez-vous vers Paris et 19 villes de province à partir de 421 460 CFA aller-retour hors frais de service. Alors retrouvez-nous vite sur flycorsair.com et en agence de voyage. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes des procédures. Oui, nous devons avoir... Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric Guédénon, chers téléspectateurs, bonjour. 2025, 12 mois de défi pour les Béninois. Depuis le 1er janvier dernier, nous avons abordé l'année 2025, une année que vous qualifiez d'année de défi. De quoi parlez-vous exactement? Je parle, Eric Guédénon, de ce que 2025 ne sera peut-être pas une année comme les autres que nous avons connues, 2023, 2024, 2021 ou 2020. D'abord individuellement pour chacun des Béninois et ensuite collectivement pour toute la nation. Et en tant que tel, le premier défi, à mon avis, qui se pose à nous, c'est celui sécuritaire. Les événements de ces derniers jours à Banikwara me conforte certainement dans ma position pour dire que la nation béninoise est attaquée. Nos forces de défense et de sécurité qui se sacrifient au quotidien à repousser les assaillants dont le leitmotiv est la violence et les tueries. Eh bien, ces forces de défense et de sécurité ont enregistré une lourde perte dans cette attaque, loin d'être la seule affaire de ces hommes en armes. Cette attaque meurtrière reste une provocation et doit sonner la mobilisation générale dans le rang de l'ensemble des populations. Jeunes personnes, âgées, hommes et femmes, citoyens de toute obédience politique doivent chacun de sa position joindre sa force à celle des braves soldats pour endiguer ce mal et venger la mémoire de nos 28 frères tombés les armes à la main. Le défi est d'autant plus grand que seule notre union sacrée pourra nous permettre de le relever. C'est lourd, c'est dur, c'est douloureux, mais nous devons avancer et l'autre manière de rendre hommage aux personnes décédées, c'est de ne plus permettre qu'autant d'hommes soient tués encore par ces vils individus qui ne mangent, ne boivent et ne respirent que violence et sang humain. Le second défi, il est d'ordre politique, Eric. Nous sommes en route pour d'événements majeurs qui doivent se produire dans l'histoire politique de notre nation. Il s'agit des élections générales et nous devons penser déjà les commodités et les bonnes bases d'une organisation au cours des 12 mois à venir, c'est-à-dire en 2025. 2025, justement, se positionne comme l'antichambre de tout ce qui se passera en 2026. Il n'est donc pas permis, il n'est pas question pour nous de négliger les détails ainsi que les commodités d'une organisation réussie de ces joutes électorales. Les institutions de la République impliquées à divers niveaux doivent se mettre au pas. Les acteurs concernés s'apprêteront pour prendre une part active à ces consultations pleines d'enjeux. Je veux parler des politiques, des partis politiques, de ces chapelles politiques, mais plus encore, ce sera l'affaire des populations qui seront au cœur du processus avant, pendant et après. C'est une toute première expérience pour le Bénin, ces élections générales, et c'est là tout le défi que constitue ce qui nous attend en 2026. Les préparatifs, les détails, les réglages les plus minimes qui soient devront se faire maintenant en 2025. Donc cette année qui démarre, elle constitue un virage importantissime qui, si il est mal négocié,
pourrait nous conduire dans le décor. Nous devons donc y prendre garde. Les défis pour 2025 sont donc le respect des textes et lois qui régissent l'organisation des élections, le respect des différentes étapes prévues par ces tests, le débrayage du terrain pour une marche d'ensemble vers 2026, la culture de la transparence dans la mise en œuvre du processus, la prise de la hauteur par les arbitres du jeu. Le défi, c'est aussi la préservation de la paix avant, pendant et après ces élections. La tolérance, la tenue de discours rassembleurs. Ce dernier défi interpelle tous les acteurs politiques qui doivent voir plus loin que leurs intérêts personnels et penser au Bénin qu'ils entendent bâtir pour la génération à venir. Il est clair que nous pourrions nous entendre sur les points qui constituent des achoppements, mais on peut mutuellement consentir des sacrifices pour sauvegarder ce qui doit l'être. Et en cela, les pouvoirs publics ont une lourde responsabilité, celle de garantir la quiétude afin que ces joutes électorales soient des moments de fête. 2025 étant donc, comme je l'ai dit plus haut, l'antichambre de ce qui se passera en 2026. Tout le jeu se jouera ici. Et maintenant, Éric Guédénon. Merci à vous, Franck Arnaud, pour votre commentaire de ce lundi matin. Place au forum de discussion à présent. Franck Arnaud, avec les propos tenus par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation et ensuite ses vœux pour la nation, peut-on espérer, bien entendu, cette ouverture dont vous faites allusion dans votre commentaire pour des discussions entre acteurs politiques? Oui, moi je pense que le chef de l'État a tenu des propos bien responsables et dans ce qu'il a dit, il faut que chacun prenne sa part. En prononçant ces propos-là qui ont eu de très grands échos, vous avez vu que les commentaires sont allés dans tous les sens. Les politiques en ont parlé, les acteurs de la société civile, les populations, les citoyens sont allés même qualifier un peu les mimiques du chef de l'État, la posture, ils ont qualifié le ton et tout. Ça voudra dire qu'ils voulaient passer un message. Et nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau lors de notre émission spéciale que nous avons consacré à la chose. Et donc, lire de façon, disons, parcellaire ou en filigrane ces propos du chef de l'État, à mon avis, serait faire fausse route. Il faut aller au fond, il faut lire et relire, écouter et réécouter pour dire, mais qu'est-ce que ce père de la nation veut? Qu'est-ce qu'il entend faire en prononçant ces propos? Je pense que c'est seulement de cette façon-là qu'on pourra mieux intégrer, on pourra mieux pénétrer l'esprit du chef de l'État. Patrice Talon, opérateur économique avant, aujourd'hui chef de l'État, il mesure, disons, la portée de la mission, de la charge qu'il a désormais à la tête de la nation. Et donc, pour avancer, pour aborder les prochains mois, pour aborder les prochaines années, il sait qu'il faut se départir de certaines pratiques, il faut se départir de certains comportements, et c'est cela qu'il a voulu exprimer, à mon avis, à travers ce message-là. C'est important de le dire parce que si nous voulons que, par exemple, 2026, où tout le monde a les regards sur ces élections générales-là, que ça se déroule bien, c'est d'abord de sa responsabilité. Il est garant de la sécurité, de la quiétude, de la paix au niveau dans notre pays. C'est lui qui a été élu et lui, il a choisi ses collaborateurs. Donc, il sera le seul responsable à rendre compte aux Béninois. Personne d'autre ne le fera. Nous avons élu le chef de l'État pour ça, pour travailler à développer le Bénin, pour travailler à offrir un environnement de paix aux Béninois, pour travailler à mettre notre pays sur orbite et à l'inscrire dans le concert des nations qui sont aujourd'hui sur la voie du développement. Donc je pense que c'est cela qu'il a voulu dire, et tous ceux qui voudront s'aventurer à expliquer, à vouloir comprendre, ça peut toucher des sensibilités, ça peut choquer, ça peut faire un tic dans la tête des gens. C'est peut-être l'objectif qu'il poursuivait pour dire attention, nous devons aller loin, mais en allant loin, il faut que nous observions certaines, disons, que nous posions certaines bases, que nous posions certains principes qui vont nous permettre d'aller là où nous allons. Franck Arnaud, en face de vous, Anissé Kalosoke, directeur éditorial Canal 3 Télévision. Bonjour Anissé. Bonjour Eric. Allez,
Franck, dans son commentaire, a adressé les défis qui attendent les Béninois, mais déjà pour ce que nous avons vu pour ces quelques jours en 2025, beaucoup d'événements macabres, défis sécuritaires. Est-ce que les Béninois sont en sécurité? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que les Béninois sont en sécurité? Non, je dirais que les Béninois sont vraiment en sécurité. Parce qu'ailleurs, lorsqu'il y a insécurité, ça ne se passe pas de cette façon-là. Ce sont des attentats tous les jours, ce sont des morts qu'on compte par dizaines tous les jours. Pour l'instant, les Béninois sont en sécurité en dépit du fait que, par moment, il y a des défis, il y a des problèmes qui viennent nous rappeler que le défi est encore grand et qu'il y a encore du chemin. Et je me réjouis de savoir que le chef de l'État, dès l'entame de son discours sur l'état de la nation, a lui-même reconnu l'importance du défi sécuritaire et a donné un certain nombre de gages par rapport au fait que même si beaucoup de choses sont déjà réalisées, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les Béninois soient relativement en sécurité. Donc, je pense que tout le monde a compris l'importance du problème que nous avons et il appartient à chacun de nous, même en tant que citoyen ordinaire, de travailler à ce que notre pays soit à l'abri d'un certain nombre de problèmes. Parce que lorsqu'on considère que ça ne concerne que les personnes qui ont la charge de notre sécurité et que nous pouvons un peu oublier et vivre dans une sorte d'insouciance, ça peut nous rattraper. Et je pense qu'il y a une sensibilisation à faire pour que, tel qu'on l'avait connu par le passé, on nous rappelle tous les jours qu'il y a lieu de travailler tous ensemble pour assurer la sécurité de l'ensemble du territoire national et de l'ensemble des citoyens. Mais quel gage donner aux propos rassurants du chef de l'État, que ce soit à l'Assemblée nationale ou quand il a visité la garde nationale à l'Adar sur les défis sécuritaires, si quelques jours après nous sommes frappés si durement? Alors, le chef de l'État n'est pas celui qui, en tant que personne, se trouve sur les théâtres d'opération pour assurer la sécurité des Béninois. Mais il en emporte la responsabilité. Il en emporte la responsabilité, c'est vrai. Et je pense que après lui, le chef d'état-major, qui a publié un communiqué très récemment, a reconnu que le Bénin dispose désormais d'équipements conséquents. En tout cas, suffisamment d'équipements pour que ce genre de problème puisse être évité. Et j'ai cru déceler dans le communiqué du chef d'état-major qu'il y a eu plutôt une défaillance du côté des hommes qui n'ont pas utilisé à bon escient l'équipement qui était disponible et qui n'avaient pas été suffisamment vigilants pour empêcher l'ennemi de les prendre par surprise. Donc, je considère que le gouvernement fait sa part et qu'il revient aux hommes de rang de faire également leur part pour que l'équipement qui est mis à leur disposition soit utilisé à bon escient et que les résultats soient de plus en plus probants. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le terrain. Je pense qu'il a demandé à ce qu'il y ait une enquête, me semble-t-il. Donc, moi, je voudrais bien savoir si cette enquête va s'étendre un peu plus loin, parce que vous avez vu que les personnes qui sont décédées sont massivement dans la tranche d'âge de 20, 21, 25 ans. Et donc, ce sont les jeunes. Et on se demande parfois s'il n'y a que les jeunes qu'on envoie au front. Et on se demande parfois s'il n'y a que les jeunes qui sont sur les théâtres d'opération. Parce que les anciens, s'ils étaient là, auraient peut-être mis leur expérience à profit pour sauver des vies. Parce qu'il m'a semblé que sur le terrain, il n'y avait que des jeunes qui, par le fait qu'ils n'ont pas une formation encore tout à fait pointue, par le fait qu'ils sont encore un peu naïfs, ont laissé un certain nombre de choses qu'ils auraient dû prendre très au sérieux et que ça a constitué une faille dont l'adversaire a profité. Moi, je pense que si on fait une enquête, il faut que ça aille jusqu'au niveau de ceux qui désignent les personnes qui vont sur nos théâtres d'opération, parce que moi, je serais rassuré de savoir qu'en dehors des jeunes qui sont recrutés et qui sont formés aussi rapidement qu'on a pu le faire, il y a également des aînés, des personnes qui sont aguerries, qui sont expérimentées et qui encadrent la troupe avec un certain bonheur.
Allez, Franck Aounou, le défi sécurité, ce n'est pas seulement au niveau de nos frontières, mais aussi à l'intérieur de nos villes. 2025 a déjà commencé avec son lot d'incidents par ici. Le samedi dernier, déjà, du côté d'Akpakpa, un incendie a causé 6 morts, déjà, pour des Béninois. Comment les citoyens peuvent vraiment appréhender ce défi et faire en sorte, n'est-ce pas, que nous soyons à l'abri de ce genre d'événements malheureux? Oui, mais avant d'en venir à votre question, je pense que Anicia a dit quelque chose de très important, mais il faut relativiser parce que c'est à la fois, disons, la nécessité d'avoir des gens aptes à supporter les conditions dans lesquelles ils travaillent là-bas. Ce sont des conditions, selon les informations que moi j'ai reçues, des conditions un peu difficiles. Et donc, en prenant des jeunes, on se dit, ils pourront s'adapter, ils pourront résister à ces conditions. Pour des gens qui ont déjà fait un certain nombre d'années au niveau de l'armée et qui doivent aller encore rester dans ces conditions, le poids de l'âge et tout ça, ils peuvent peut-être avoir autour d'eux des jeunes, mais eux-mêmes sur les théâtres d'opération, dans l'opérationnel à riposter. Je me demande si on n'aurait pas eu le même résultat. Ça, c'est des questions que moi je me pose. Parce que des jeunes qui vont rester dans des tranchées, debout, éveillés, pour des gens qui ont un certain âge déjà, ça ne sera pas certainement possible. À un moment donné, ils peuvent lâcher. Et l'ennemi, vous savez, ceux-là, ils ont le renseignement, ils sont dans la population et ils savent à quel moment précis, par exemple, ces militaires-là déjeunent. À quel moment ils vont prendre de l'eau à côté, à quel moment ils doivent se relayer. Donc, ils ont toutes les informations parce que, justement, ce sont des gens qui leur fournissent le carburant, qui sont dans la population. Ils dorment même la veille, peut-être de l'opération. Ils dorment et ils sont là. Ils savent tout sur ce qui se passe. Parce que les militaires, ce sont des gens là-bas qui vont leur apporter peut-être des provisions, je n'en sais rien. Peut-être que c'est eux-mêmes qui préparent à l'intérieur. Mais toujours est-il qu'ils collaborent avec les populations environnantes et donc qui fournissent des informations. En fait, le mal est profond. Et tant qu'on ne va pas sensibiliser nos populations à comprendre que ceux-là, ils viennent pour nous créer des dommages. Ceux-là, ils viennent pour, disons, mettre notre système sécurité en mal et qui ne font rien. Ce qui leur met dans la tête, c'est de dire, ils sont en haut là-bas, ils bouffent tout, vous êtes là, vous n'avez même pas l'eau, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Quand on va les dégager, on pourra vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Quelqu'un qui est resté, disons, dans la précarité pendant des années, à qui on vient tenir un tel discours, allez, il prend ça rapidement pour parole d'évangile et il croit en cela. Et donc, la religion aussi aidant, on agit suffisamment sur la psychologie de ces populations qui leur fournissent tout ce dont ils ont besoin pour agir. Alors, pour ces événements malheureux que nous avons déjà enregistrés, des accidents, et puis le dernier cas en date qui a, disons, au quartier Akpakpa, moi je pense que c'est une question de responsabilité qui se pose. Parce que quand moi j'ai vu les images, quand j'ai eu l'information et j'ai écouté les propos du maire de Cotonou qui s'est rendu sur place, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut installer un tel centre ou un tel, disons, dépôt dans une agglomération? Qui a donné l'autorisation? Parce que pour de telles infrastructures ou de telles activités, j'ose croire qu'il y a une réglementation qu'il faut respecter. Le ministère du cadre de vie, le ministère, je ne sais pas, est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur, il doit avoir un circuit et des formalités à remplir. Donc, si ces formalités ont été remplies, qu'on a laissé des gens s'installer dans une telle agglomération avec de tels risques très élevés, moi, je pense qu'il se pose un problème de responsabilité au niveau des autorités, des cadres de l'administration, mais au niveau également de ceux qui exploitent ces centres-là. Et donc, nous sommes victimes de nos propres actes. On peut accuser les autorités comme on veut, mais il y a également que ceux qui ont installé ces choses, ils doivent savoir qu'il y a des risques et quelles sont les dispositions que l'on prend. Est-ce qu'il y a des visites inopinées qui se font, des contrôles comme cela se doit? Autant de questionnements. J'espère qu'on sera élucidé sur de tels cas. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez, il y a eu des affaires de... on n'a pas analysé le taux de toxicité dans un ananas qui est allé à l'extérieur. Donc, il y a de la légèreté qui se glisse dans les actes que nous devons poser. Et après, ça engage
toute une population, ça engage la vie de population. On m'a dit que sur 200 mètres aujourd'hui, il y a des gens qui respirent très mal, qui ont du mal à respirer de l'air pur. Ça veut dire que là, c'est un drame environnemental qui se joue si très rapidement on ne circonscrit pas et qu'on prend des dispositions pour véritablement sécuriser ce périmètre-là. C'est très important et il va falloir que l'on situe vraiment les responsabilités pour éviter de tels drames à l'avenir. C'est assez évident comme question de savoir comment on a pu permettre à un individu d'installer ce genre de dépôt avec des produits chimiques. Et on se rend compte quand le drame, n'est-ce pas, se produit. C'est vrai, on a vu le balai des autorités tenir le même discours à chaque occasion quand on a de ces événements. Pourquoi on réagit qu'après qu'on constate des décès? Non, en fait, ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous avons pris l'habitude de banaliser toutes sortes de choses. Et l'entreposage de gaz qui relève d'une activité très réglementée, parce que pouvant créer des conditions, des problèmes au sein de la population, est considéré aujourd'hui comme une activité banale. On expose le gaz n'importe où. N'importe qui peut acheter une certaine quantité de gaz et l'entreposer où il veut, parce que personne ne lui fait exigence d'avoir une autorisation particulière ou d'avoir un site approprié pour l'entreposage. Vous voyez, il y a des vendeurs privés de gaz qui ont des stocks partout, sans que personne ne leur demande rien. Vous voyez, quand ce genre de drame se produit, on se réveille enfin et on se dit, ah, il y a un problème que nous avons un peu négligé. Et ce n'est pas que le prochain drame. Ce n'est pas que dans ce domaine-là. Il y a énormément de domaines dans lesquels ceux qui doivent agir en amont ne le font pas. Parce que, comme le disait Franck, c'est une question de responsabilité. Il y a des personnes qui sont responsables de notre sécurité. Il y a des personnes qui sont responsables de la qualité de l'air que nous respirons. Il y a un certain nombre de personnes qui sont responsables de la sensibilité des produits qu'on commercialise. Toutes ces personnes sont là, font leur travail, sont payés en tout cas pour faire leur travail, et pendant que on est supposé être en sécurité, on voit un dépôt de gaz qui explose en pleine agglomération, là où il est normalement inadapté d'entreposer du gaz. Résultat, il y a sur, on ne sait pas combien, 200 mètres, 300 mètres, peut-être 1 kilomètre, des gens qui ont déjà des problèmes respiratoires, et on ne sait pas quelle sera l'ampleur de ces problèmes-là. Et comme nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'obligation pour qui que ce soit, ces personnes, si elles étaient malades demain, vont traîner leur maladie sans faire procès à qui que ce soit, sans être dédommagées, sans être prises en charge ni sécurisées, et la vie va continuer. Vous voyez? Donc nous avons beaucoup de défis de cette nature-là à relever, et je considère principalement que ça part du fait que nous avons un certain laxisme dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Il suffit que celui qui importe un produit ait les bras longs pour qu'il n'y ait pas de chicanerie autour de son produit. Vous avez vu, pour donner l'exemple très simple, des pétards que nous avons eu tout le temps dans la ville pendant les fêtes. Il est arrivé un moment où on a constaté que sur le plan sécuritaire, il n'était pas normal qu'on fasse péter des engins comme ça partout, parce que des personnes qui ont envie d'attenter à notre vie peuvent en profiter pour créer des actes d'insécurité à l'insu de tous. Et nous allons constater les dégâts. Mais il y a quand même des gens qui importent, et ceux qui importent ça, ce n'est pas des gens qui ont des petits porte-monnaies, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, et qui les importent, et qui les font passer par où? Dieu sait qu'il y a bien une porte d'entrée pour faire passer tous ces pétards-là. Et ça se vend au vu et au su de tout le monde, et ça ne pose aucun problème à personne. Et pourtant, il y a déjà eu un drame dans ce pays où un jeune homme s'est fait exploser la main en essayant de s'amuser avec des pétards. Mais nous attendons le prochain drame pour nous réveiller encore et nous dire, ah, il faut interdire l'importation et la commercialisation des pétards. Vous voyez? Donc, cette façon de tout prendre à la légère et d'attendre toujours qu'il y ait un accident avant de nous réveiller, c'est notre caractéristique. Et ça, il faut que ça change. Parce qu'il y a des personnes qui sont payées pour faire ce travail, et il y a des normes de sécurité qui sont déjà acquises. Et il n'est plus normal qu'on vienne en deçà de ces normes-là. On peut aller plus loin, mais pas en deçà.
Et il revient à ceux qui ont cette responsabilité de faire en sorte que notre sécurité soit garantie. Ce qui s'est passé à quelque part est inacceptable. Et je pense que c'est dans l'ordre des choses qu'on situe les responsabilités et que des décisions soient prises. Un autre défi qui nous attend en 2025, Franck Arnaud, vous avez parlé de la politique. 2025 est l'antichambre de ce qui va se jouer en 2026. C'est bien ça? Oui. C'est la cuisine interne. Non, c'est ça. Et ça a commencé. Vous allez voir que... On a lu quelques communiqués des partis après l'attaque dans le Nord. On a vu combien ils sont préoccupés de ce qui se passe sur le théâtre des opérations. C'est déjà bien que... Les partis politiques. Oui, cas, on ne pouvait pas souhaiter mieux, parce que quand vous êtes parti politique, à l'effort de guerre, vous faites la politique avec des populations. Vous faites la politique, si le territoire n'est pas sécurisé, vous n'irez dans aucune contrée pour vendre votre politique, votre projet de société. Et donc, ces politiques ont conscience que la sécurité demeure une denrée qu'il faut préserver pour pouvoir mieux exercer leur activité. C'est déjà bien parce que par le passé, il y a eu bien des événements qui se sont produits et les partis politiques se sont tus. On n'a pas eu la moindre réaction de ces partis politiques et sur ces plateaux, tous les médias l'ont fustigé, les populations ont fustigé cela. Quand il s'agit de la nation, il n'y a plus rien qui soit au-dessus de la nation. J'ai vu dans une bande annonce défilante un monsieur qui disait que la nation est un cran au-dessus de tous les autres crans, de tout ce qui peut exister. Donc quand la nation est attaquée, comme on l'a fait à Banikwara, je pense que tout le monde doit s'accorder. On doit pouvoir laisser nos manteaux politiques, nos couleurs politiques et s'accorder sur le minimum, comment faire pour éviter de telles attaques à l'avenir. Alors lorsque je parle de défis politiques, pour moi, c'est que nous aurons des opérations de charme en 2025, nous aurons de la bagarre en griffe. Quand je dis bagarre, aller occuper le même terrain que les autres, aller revendiquer ce qui vous revient de droit, tapager un peu pour arracher des droits. Il y aura également, disons, au niveau des autorités, des dispositions qui seront prises. Parce que tout ce qui doit être fait est déjà contenu dans une loi. Ce n'est pas qu'on ira cueillir, on ira ouvrir un livre quelque part et réinventer ce qui va se faire. C'est déjà connu. Et il y a un calendrier, j'ai lu dans la presse les grandes dates qui doivent précéder 2026, les élections. Et donc tout est connu. La Sénat, la Cour constitutionnelle, l'ANIP, toutes ces structures-là ou institutions doivent pouvoir bouger pour qu'en 2026, nous ayons des élections potables. Je pense qu'il n'y aura pas de répit et d'ici à avril-mai, c'est que les choses vont bouger davantage et à 6 mois, on aura encore plus d'effervescence. Donc 2025, c'est une année chère pour les acteurs politiques, c'est une année chère pour les populations qui devront voir clair dans ce que les partis politiques nous proposent pour 2026 et on saura qui sont ceux-là qui veulent, disons, challenger par rapport au poste de président de la République, ceux qui ambitionnent de retourner à l'Assemblée, ceux qui ambitionnent d'aller pour la première fois à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y aura pas de répit et plus encore au niveau de la presse, on aura du grain à moudre, on aura quelque chose à mettre sous la dent. Ce sera, en tout cas, si les choses se passent bien, ce sera très joli, très beau à voir. Ça va être une période d'avant-fête, puisqu'on considère les élections comme des moments de fête. En tout cas, nous savons que le cadre de concertation des partis de l'opposition continue, fait le tour, essaye de voir comment il faut aller vers une relecture du code électoral et peut-être faire, bien entendu, ce projet qui les tient à cœur, qui est donc le fichier électoral, comment revoir vraiment tout ce système avant d'aller aux élections. Alors, si 2025 était une scène, Anissé, comment les formations politiques peuvent l'occuper? Ah, ça, je ne sais pas, ça relève de la faute du programme des partis politiques. Tout ce que moi j'entrevois, c'est une année tumultueuse. Je pense que 2025 ne sera pas un long fleuve tranquille. Et il y a des indices qui nous donnent à penser que ça va secouer un tout petit peu. Parce que déjà en donnant le ton à la fin de son discours sur l'état de la nation,
le président de la République a prononcé des mots forts qui donnent à penser qu'il y a un certain nombre de choses qui se trament dans l'ombre, dont il est informé et pour lesquelles il prévient d'avance que ça ne passera pas. Qu'il ne vous échappe pas que il y a quelques semaines, un certain citoyen a annoncé sa candidature et a sorti sa candidature de 3 conditions. La première, c'est que soit il est adoubé par un parti d'opposition qui le positionne et il va aux élections avec la bannière de ce parti. Au cas où ce schéma ne marcherait pas, il formerait une coalition pour essayer de changer le code électoral. Et au cas où cette deuxième option ne marcherait toujours pas, il ferait en sorte qu'il y ait une sorte d'insurrection populaire. Alors, quand on regarde dans ces 3 schémas, on se rend vite compte que l'intéressé lui-même sait que si c'était aussi facile, il s'arrêterait sur le premier point. S'il ne s'est pas arrêté sur ce premier point, c'est parce qu'il sait lui-même que ça ne fonctionnera pas. Après, qui sait? Peut-être que... ça m'étonnerait parce que les formations politiques comportent à l'intérieur des personnes qui ont aussi des ambitions. Et nous savons que par le passé, il y a eu des castings qui ont fait que ce parti politique... Qui n'ont peut-être pas les moyens de leur ambition. Lui, le problème, c'est justement cela. Le problème, c'est que quelqu'un débarque avec de l'argent et supplante tout le monde. Et ça, à l'intérieur d'un parti, ça ne fait pas que des gens heureux. On a eu l'exemple typique en 2016, où ce parti a bu la tasse juste parce qu'il y a eu un mauvais casting. Bon, donc, je pense que fondamentalement, ce premier point ne sera pas acquis. Ce n'est pas facile, en tout cas, pour lui d'avoir ça. Mais maintenant, quand tu as fait une coalition pour relire le code électoral, je ne suis pas certain non plus que ça connaisse du succès pour la simple raison que pour le chef de l'État et son entourage, le code tel qu'il est suffisamment bon pour aller aux élections et crédibilise des élections d'ailleurs par rapport au fait que ça oblige les partis politiques à être de vrais partis politiques. Donc, est-ce qu'il y aura relecture du code électoral? On verra bien. Mais l'intéressé lui-même n'en est pas convaincu. Et c'est pour ça qu'il y a une 3e possibilité. Et j'ai l'impression qu'à la fin, c'est la 3e possibilité qui sera préférée, puisque les 2 premières ne vont pas prospérer. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a un certain nombre de gens qui s'organisent pour qu'il y ait du remous, parce que ces personnes sont convaincues que Patrice Talon ne lâchera pas le fromage, et que si on ne le pousse pas à bout, on n'obtiendra pas satisfaction. Alors, si on considère ça, et qu'on considère que le chef de l'État, lui, est dans la logique de la pérennisation de ce qu'il considère comme les acquis de sa gouvernance, donc je pense qu'il y aura un peu de remous, mais il appartiendra aux hommes politiques de mettre un peu d'eau dans leur vin en se disant que quel que soit le combat qu'ils font, ils le font pour que notre pays grandisse. Et pour que notre pays grandisse, il n'y a pas 36 façons de faire les choses. On n'a pas à se rentrer dedans, on n'a pas à s'affronter, on n'a pas à se tuer pour que le Bénin grandisse. Et c'est pour ça qu'il est important que les hommes politiques aient à cœur de préserver la paix. C'est très important de préserver la paix. Parce que cette paix qui leur permet aujourd'hui d'espérer que nous pouvons aller aux élections, si elle était compromise, remettrait en cause même l'organisation des élections. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent mettre de l'eau dans leur vin en se disant que si ça chauffe et que nous sommes obligés de passer à un niveau de sécurité supérieur, il n'y aura même plus d'élections du tout. Et c'est pour ça qu'ils ont intérêt à ce que ça n'arrive pas. Bon, moi, je pars sur le principe que si Patrice Talon décide de travailler à se donner un successeur et que les autres, de leur côté, travaillent à se donner un candidat, les 2 devraient normalement nous proposer quoi? Un projet de société. Mais à mon grand découragement, je pense que pour cette élection, il ne s'agira pas non plus, cette fois,
de projets de société, il s'agira tout simplement de rapport de force et de comme dirait quelqu'un sur une radio, et de chef bandit avec le chef de pouvoir. Mais dans l'exemple que vous donnez, nous avons déjà un candidat. Eric, on espère... Je pense que le développement de Anissé m'intéresse sur ce citoyen qui a annoncé sa candidature assortie de ces 3 conditions. Et je crois que vous l'avez si bien dit. Quel Bénin on veut gouverner? Est-ce que c'est un Bénin en ébullition? C'est un Bénin où on se chamaille, où on peut mettre des jeunes dans la rue en train de brûler des pneus? Ce que les gens oublient, c'est que lorsque vous créez la situation, vous ne la maîtrisez plus. Et pendant que tout chauffe, d'autres personnes peuvent également intervenir. Je veux parler par exemple de l'armée. Lorsque l'armée est tranquille dans les casernes et sans que vous ne gérez pas bien les affaires publiques, elle intervient. Et donc ce sont des choix, je pense que c'est des choix très risqués où si vous allez, disons doucement, ça ne marche pas, vous appuyez, vous mettez le pied sur l'accélérateur en soulevant les populations pour dégager quelqu'un qui est au pouvoir, ainsi de suite. Aucun chef d'État ne voudra qu'à son départ, que son nom soit sali, qu'on dise, écoutez, c'est en votre temps que le Bénin a été plongé dans un chaos total. Non, après moi, le déluge, je ne crois pas que les dirigeants actuels aient cette envie de laisser un Bénin fragmenté, un Bénin plongé dans la violence où personne n'aura plus la paix, la quiétude de vivre. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Et ceux dont on parle, qui ont des ambitions, qui doivent passer par des... On dit souvent, en fond, que et font signe à attends. Mais moi, je voudrais bien voir les actes politiques que ce citoyen a déjà posés au Bénin. Et si ces partis politiques-là ouvrent la porte à ces gens de citoyens pour venir faire leurs lois, alors que vous avez pris tout le temps pour galérer, pour maintenir votre parti politique contre vents et marées, avec tout ce qui a comme difficulté, vous êtes resté et vous permettez aux artisans de la 25e heure de venir pour remettre en cause tout ce que vous avez fait. Parce que moi, j'estime que c'est déjà un héritage pour eux. Peut-être que ça les arrange aussi, parce que bon, voilà. En tout cas, c'est une proposition. Il reste aux formations politiques. Non, moi je pense que si à bien réfléchir... Ça reste une proposition. Oui, sur le marché. Oui. Donc, si ça intéresse un parti politique... Ça reste une proposition. De s'approprier la proposition. Et cette proposition a été faite à l'endroit d'un parti politique. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Et jusque-là, le parti n'a pas encore réagi. Non, le parti n'a pas réagi. Donc, et je pense que tout le monde attend impatiemment de savoir ce que dira ce parti. Au moins déjà, nous avons un candidat. En tout cas, nous avons déjà quelqu'un qui candidat déclaré pour la présidentielle de 2026. Les autres partis politiques, pour l'instant, c'est encore un grand silence autour de qui fera quoi et quand. Justement, on n'a pratiquement encore aucune idée. Pour 2025, c'est tellement que les choses vont bouger, forcément. Il n'y a rien à faire. Je crois que d'ici quelques mois, nous allons entrer de plein pied dans l'effervescence parce que je pense que les autres attendent un peu de voir quel est le chapeau, quel est le lapin que la mouvance présidentielle sortira de son chapeau pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en face pour pouvoir contrer ce lapin. Et c'est pour ça peut-être que ça ne bouge pas trop aussi du côté de l'opposition. Et ils sont dans l'attente. Ils se disent, il faut qu'on sache d'abord ce qu'ils veulent faire. On veut voir le jeu. Voilà. Et puis ensuite, on oppose la force qu'il convient. Mais en faisant ça, je pense que quelque part, ils sont en train de se perdre un peu dans les objectifs que devraient être ceux d'un parti politique. Nous ne sommes pas sensibilisés sur un programme, ne sommes pas convaincus d'un projet, ne sommes pas invités à aimer une certaine façon de penser et de faire les choses. Et on attend juste pour organiser un clash, on va dire, entre les hommes politiques, et ça va tenir lieu de débat, ça va tenir lieu d'échange. Le citoyen ne participera à aucun débat. Le citoyen ne sera pas invité à apporter sa pierre dans la construction du Bénin à partir de 2026. Nous aurons simplement des hommes politiques qui vont se rentrer dedans, qui vont faire des coalitions les uns contre les autres, qui vont se retrouver à temps et à contre-temps. Bref, c'est la classe politique qui serait concernée
en réalité par ce qui se prépare pour 2026. Et ça, moi, j'aurais voulu que ce soit tout à fait le contraire. Parce que quand il y a eu la réforme du système partisan, avec tout ce que ça comporte de séduisant, moi, je me suis dit qu'enfin, le citoyen va pouvoir reprendre sa place dans l'organisation des élections et se prononcer et s'affirmer, donner sa position dont on tiendra compte. Mais manifestement, nous ne sommes pas encore. Donc, en conclusion, pour 2025, le débat n'aura pas lieu en tout cas. Enfin, le débat politique n'aura pas lieu. Parfait. Ça n'empêche que la chamaillerie politique ait lieu. Comme l'a dit le chef de l'État, c'est le mot qu'il a utilisé. La chamaillerie politique aura lieu. Il souhaite une trêve d'ailleurs. Une trêve de la chamaillerie, mais la chamaillerie aura lieu et malheureusement ce sera au détriment du débat politique. Oui, Franck, vous le pensez aussi? Oui, le débat politique il aura... Mais pourtant nous allons vers de grandes élections. C'est la première fois au Bénin. Et tous les partis politiques, les acteurs politiques vous diront qu'ils sont dans le débat politique. Mais en réalité, ça va être vidé de son vrai sens. On n'aura pas véritablement les questions de développement. On n'aura pas, s'ils viennent sur les plateaux, s'ils se rencontrent, ils ne diront pas grand-chose. C'est pour dire tel a mal fait. L'opposition va dire que nous sommes dans un Bénin qui n'est jamais prospère. La mouvance va défendre le bilan de la gouvernance du chef de l'État et on n'aura que ça. En dehors de ça, vous n'aurez pas des projets de société. On va vous dire, écoutez, mais pour les élections dernières, je ne sais pas, sauf erreur de ma part, ces partis-là qui ont véritablement mis sur la table, dans la balance, les programmes de société. J'ai vu le parti Moël Bénin qui a fait un travail formidable en la matière. J'ai vu une offre de législature que son président, enfin, auquel il tient encore aujourd'hui, et à chaque fois qu'il a l'occasion, il en parle. C'est un papier qui est disponible, un document qui est disponible, que vous pouvez feuilleter. Moi, j'ai eu la chance de le parcourir, et je pense qu'on devrait s'inscrire dans cette dynamique-là pour tous les partis politiques qui aspirent à diriger, à exercer le pouvoir d'État. Le président Patrice Talon, en venant, je pense qu'il a fait l'effort de consigner dans un papier également. Pour le premier programme d'action du gouvernement, on a eu quelques lignes et il nous revient même à nos médias de pouvoir après prendre ces documents-là pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment on peut apprécier les points d'insatisfaction, les progrès, parce que c'est des choses qui sont prévues et qui doivent être réalisées par l'argent du contribuable. C'est de notre droit de nous questionner sur le quota qui a été véritablement accompli dans ce qui est proposé. Et donc, pour 2025, je pense qu'ils iront beaucoup plus de façon offensive. On va provoquer, on n'aura pas des débats où vous allez inviter des gens, par exemple, pour venir parler. Quand ils vont se rencontrer, c'est des clashs, c'est des invectives, malgré que beaucoup d'acteurs en parlent et proposent que l'on ait des discours rassembleurs. On n'aura pas ce débat parce que ça va être chaud. On veut avoir le pouvoir en 2026, on veut conserver le pouvoir en 2026, et donc les rapports de force feront que on n'aura pas le temps d'aller dans le fond des idées. On va rester de façon superficielle, tenir des propos éminemment politiques qui ne vont pas permettre aux populations de dire celui qui a le costume bleu, il est plus intéressant que celui qui a le costume, je ne sais quoi, cendre, ainsi de suite. Alors, voilà. Dans tout ça, comment on préserve la paix, le vivre ensemble? Parce que le chef d'État a dit qu'il n'y aura même pas de compromis. Alors, nous savons que les compromis aussi peuvent participer à la cohésion nationale. Comment, dans tout ça, même la trêve qui est souhaitée et tout, comment on peut préserver la paix et le vivre ensemble pour 2025? C'est assez important avant 2026. Oui, c'est une question d'approche. C'est une question d'approche et moi je considère que lorsque même le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas de compromission et même pas de compromis, tout dépend de la façon dont on l'aborde ensuite. Tout dépend de la façon dont les problèmes sont posés. Moi, j'ai dit sur plusieurs plateaux que lorsque vous décidez d'affronter quelqu'un qui est dans la peau d'un chef, le risque que vous prenez, c'est qu'il décide de vous montrer qu'il est le chef. Donc, dans l'affrontement, ce n'est pas évident du tout que vous puissiez avoir le dessus, surtout si le chef en question dispose des moyens de coercition de l'État et qu'il peut s'en servir à sa guise. Donc, c'est une question d'approche.
Si ceux qui sont en face de Patrice Talon décident de l'affronter, il n'aura pas d'autre choix que de leur montrer qu'il a prévu tout ce qu'ils ont déjà en tête et qu'il a pris des mesures pour que ça n'arrive pas. Par contre, si on essaye d'aborder tout ça avec un air de vouloir dialoguer, lorsque deux personnes se parlent, les résolutions de départ sont parfois un peu changées. Les lignes bougent, hein, pour la simple raison que quand vous arrivez, la façon dont vous posez le problème fait savoir, fait comprendre à l'autre qu'il y a des aspects qu'il n'avait pas pris en compte. Et puisque le but, en réalité, que poursuit tout le monde, c'est de faire en sorte que le Bénin sorte grandi de tout ça, je pense qu'il arrivera forcément un moment où chacun se dira, bon, ça relève de ce qui est mon intérêt personnel, mais l'intérêt supérieur du pays commande que je mette de l'eau dans mon vin et que j'adoucisse un peu ma façon de faire les choses. C'est valable aussi bien pour le chef de l'État que pour ceux qui sont en face de lui. Et si de part et d'autre, le Bénin reste l'enjeu principal, on trouvera toujours la solution, parce que de tout temps, le Bénin a toujours connu des élections tendues. Il n'est jamais arrivé un temps où, pendant la période des présidentielles, on n'est pas joué à se faire peur. Nous avons toujours joué à nous faire peur pour toutes les élections. Mais il arrive toujours un moment où chacun se dit qu'on est arrivé à une limite où on ne peut pas aller plus loin. Et cette sagesse nous a toujours guidés jusqu'à présent, et je considère que si les acteurs politiques n'ont pas changé, cette sagesse du moins, va encore prévaloir pour les élections de 2026. On fait comment pour éviter tout ça? Moi, je pense que la question de la paix, on prononce la paix beaucoup plus qu'on la met en pratique. Vous savez, tous les politiques... Mais bon, chacun tire de son côté. Oui. Tous les politiques... Après, vous avez une opposition qui estime qu'on est en train de tout verrouiller, n'est-ce pas, pour m'exclure, et par conséquent, je n'ai pas le droit de croiser les bras, il faut agir. Vous venez de corroborer ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'à la face du monde, on vous dira, écoutez, nous voulons la paix. Et c'est parce qu'on veut la paix que nous agissons ainsi. Mais lorsqu'ils vont rencontrer les populations pour échanger, mais les propos que tiennent ces politiques-là sont tout autres. Vous avez vu, il y a même des mesures qui ont été prises. Les autorités, elles sont les seules à pouvoir détenir actuellement le pouvoir de décision. Lorsqu'on prend une mesure et que vous n'êtes pas d'accord, il y a des voies de recours. Il y a un processus qui est prévu, il y a des mécanismes, voilà le mot que je cherchais, des mécanismes qui sont prévus que vous pouvez emprunter pour exprimer votre indignation ou votre désapprobation. Mais les gens vont susciter la colère au sein des populations. Faites ci, faites ça, et pour aller contre les décisions qui ont été prises. Non, comme je l'ai dit, ce qui doit être fait au niveau de ces élections, de maintenant jusqu'en 2026, le temps qu'on dénomme tout, que la Cour constitutionnelle valide ou pas, les élections, les résultats des élections, tout ça est connu. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les tests qui sont prévus soient respectés. Parce que le non-respect également, ça fruste. Le non-respect, ça crée des tensions au sein des populations. Il y en a qui ne supportent pas du tout qu'on brime leurs droits. Et lorsque vous en arrivez à un élément de frustration, parce que vous avez justement des connaissances de ces tests, n'est-ce pas, que nous avons. Mais lorsque le test est là, on doit vous dire le test et l'esprit du test, ça pose un problème. Ou dans le processus, dans la chaleur des préparatifs, on commence par vous dire, par exemple, des fautes mineures, des fautes majeures, alors que la loi est là, il faut la lire et comprendre, ça veut dire qu'il y a problème. Et quand créer encore d'autres documents. Donc quand ça arrive, c'est pour dire que les pouvoirs publics, ceux qui sont au pouvoir, ils ont une lourde responsabilité. Cela étant, ce n'est pas parce que vous avez l'impression que celui-là, il a mal appliqué la loi, qu'il faut réagir violemment. Ça veut dire que les responsabilités sont partagées et nous avons la possibilité de faire recours à des gens pour nous départager. Écoutez, ce que telle personne a eu à faire, moi je ne suis pas d'accord, je propose que vous revoyiez, vous fassiez ci, vous fassiez ça. Mais quand ce n'est pas fait comme ça, nous installons un environnement
invivable. Et lorsque ça devient invivable, c'est vous et nous, c'est tout le monde qui est emballé, y compris ceux qui sont innocents, qui n'ont rien à voir avec vos chamailleries politiques, avec vos ambitions politiques, qui sont là rien que pour le pain quotidien, qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui travaillent mieux parfois même que ces politiques-là qui vont chercher la brouille et qui viennent les transposer sur le terrain où les gens vivaient tout simplement. C'est pour dire que 2025, si 2026 doit être bon, on dit si demain doit être bon, c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer. Donc nous avons intérêt, nous avons tous intérêt à travailler à ce que 2025 se passe bien et que 2026 soit encore plus beau pour nous. Messieurs, merci beaucoup. Nous avons évoqué deux grands défis, sécurité et puis défis politiques en parlant des élections générales. Il y a les défis du quotidien, la faim, l'emploi. Ah oui, je m'attendais à cette question parce que sans le pain, il n'y a pas la paix. Il faudrait qu'en 2025, si tout doit se passer bien et encore plus pour le chef de l'État qui aborde ces derniers mois à la tête du pays, il faut travailler à ce que la morosité économique, il faut travailler à ce que les prix des produits sur le marché, on parle beaucoup de soja, on parle beaucoup de certains céréales qu'on empêche de sortir du pays et tout ça. Il faudrait qu'on ressente cela à l'interne, que l'on vive mieux, que l'on puisse avoir les 3 repas au moins quotidiens, le matin, le midi, enfin, à midi et puis dans la soirée, que les gens puissent savoir que, écoutez, avec toute la ceinture qu'on a serrée pendant 8 ans et pendant 9 ans, qu'on a commencé par la ceinture se desserre d'elle-même parce que le ventre a commencé par un tout petit peu pousser au niveau de notre hanche. On a vu un peu de chair. Vous avez mis une ceinture là? Non, je n'ai pas mis de ceinture. Allez, c'est Franck. Ok, merci beaucoup d'être passé, Franck Arnaud, merci. Après ce forum de discussion, nous aurons un magazine, justement, puisque nous continuons justement par parler des Vodun Days, magazine sur une divinité, et puis ensuite, vous aurez la revue de presse. Et donc, à Koubourou, localité de l'arrondissement de Birni, dans la commune de Kouandé, les populations vénèrent un fétiche détenu par le Tedi Boukoudouari, ce fétiche protecteur, bien qu'étant un culte endogène hérité des ancêtres, abrite aussi bien les esprits qui s'apparentent aussi bien musulmans que chrétiens. Alassane Arouna nous plonge dans l'univers de cette divinité. On regarde. Des femmes du couvent de Koubourou, dans l'arrondissement de Birni, exécutent ici des pas de danse traditionnels autour de leur fétiche sacré. Un fétiche qui est très souvent sollicité par la communauté en toutes circonstances. Le fétiche que vous voyez ici, c'est le fétiche de Koubourou, dans l'arrondissement de Bini-Pébirou. Donc, ce fétiche a un chef, c'est lui que vous voyez ici. C'est lui on appelle M. Tingui Boukoudouari. Et le fétiche a pour rôle de faire le traitement des maladies, de toutes sortes de maladies. Et aussi, quand une femme ne conçoit pas, donc ce fétiche, si vous venez demander ici, ce fétiche donne aussi les enfants aux gens. Donc il y a plusieurs choses. Donc toutes les maladies, nous guérissons ici. Il y a la cérémonie de la Tabaski, la cérémonie du Ramadan, autour de ça, et la cérémonie de la Ghani. C'est un fétiche musulman apparemment. Non, c'est un fétiche qui est traditionnel, mais ce n'est pas musulman. Nous faisons l'appel des fétiches. Quand ils viennent parler, ils sont uniformes. Il y a plusieurs sortes d'ethnies là. Il y a les musulmans aussi, il y a les chrétiens et il y a la tradition même. Tout ça là, ça c'est conforme quoi. Ça réunit tout. Contrairement à certains esprits importés d'ailleurs, celui de Koubourou est un héritage laissé par des ancêtres. Ça là, c'est un héritage. C'est pas que c'est quelque chose qui est allé rechercher. On a retrouvé ça. Nous avons retrouvé que hériter ça, nous avons vu que les parents faisaient. Les anciens, nos aïeux, les ex-aïeux faisaient. C'est comme ça les parents ont pris
ils nous ont laissé la place aussi. Et c'est ça que vous voyez. Avant de solliciter l'assistance de ce fétiche et au-delà des sacrifices de bêtes, ces femmes du temple sacré de Koburu, au rythme des castagnettes, communient avec l'esprit à travers l'exécution de ces pas de danse dénommés Sambani, une danse peu ordinaire réservée exclusivement aux initiés de la localité. La danse Sambani que nous voyons là, ce n'est pas tout le monde qui le pratique. Ce sont les initiés qui le font. Il y a aussi des femmes que des garçons qui le pratiquent. C'est une danse sacrée. Il faut que tu sois initié, il faut que tu sois des membres de cette dynastie-là avant de la pratiquer. La fin des récoltes, souvent, nous pouvons nous retrouver comme ça et célébrer. Et demander la clémence de Dieu pour que la saison prochaine, pour qu'on ait beaucoup de récoltes. Mis à part ça, il y a aussi les décès. Quand un enfant ou bien un fils décède dans la tradition, l'un de leurs membres décède dans la tradition, pour dire aux autres que l'intéressé est décédé, pour cette cérémonie-là d'abord, pour leur dire ça. Mis à part ça, bon, il y a aussi des cérémonies traditionnelles que nous célébrons chaque année. Ce sont ces occasions, pendant ces occasions-là, qu'ils célèbrent cette cérémonie-là aussi. Cérémonie telle que la Gani, la fête des Vaudoum. Ce jour, la cour royale de Berni-Maro s'apprête à recevoir des hôtes de marque en vue des préparatifs de la fête des cultes endogènes. Pour la circonstance, ces femmes du temple Koburu sont sollicitées pour agrémenter l'événement. Comme célébration, c'est vrai, ça ne peut pas être officiel comme pour l'État, comme le 10 janvier. Là. Mais néanmoins, ceux que nous appelons les calabasses, les boukakari, ceux qui sont venus ici aujourd'hui, ils ont leur temps. Ils choisissent une journée où ils fêtent la journée de leur fétiche, de la tradition, en tout cas de culte qu'ils sont en train de représenter, quoi. Donc chaque année, ça nous passe. Les deux groupes font ça chaque année. Que ce soit les gens de Calbas, ça passe que celui qui va jouer l'accordéon n'est pas là. Sinon, vous allez voir les deux allaient se présenter ici. À Koburu, le fétiche est détenu par les Tindi Bukudwari, bien qu'étant un culte apparemment endogène, abrite aussi bien les esprits très proches des musulmans que des chrétiens, ce qui lui a permis de résister à l'influence des religions importées. Avec ce magazine, nous étions à Koburu, localité de l'arrondissement de Birni, dans la commune de Kouandé, où les populations vénèrent ce fétiche détenu par le Tindi Bukudwari. C'est un fétiche protecteur, bien qu'étant culte endogène hérité des ancêtres, abrite aussi bien les esprits qui s'apparentent musulmans et que chrétiens. Après moi, vous allez suivre la revue de presse avec Hugues Vingbe. Merci d'avoir été des nôtres depuis 7 heures. L'information se poursuit sur Canal 3 Télévision. À 13h, votre journal, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Et surtout, restez fidèles au programme de Canal 3 Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première revue de presse de l'année 2025 sur Canal 3 Bénin. De la place Maro à la Reine de Ouida, en passant notamment par le Temple du Piton et la forêt de Passé, les Vodou Days édition 2025 ont tenu sans réserve toutes leurs promesses. Et les canards parus ce matin n'ont pas manqué de mots ni d'images pour narrer et illustrer la réussite de cet événement qui s'est déroulé à Ouida les 9, 10 et 11 janvier 2025. L'événement a connu une forte affluence touristique et populaire avec la présence marquante du chef de l'État, Patrice Talon, durant les 3 jours de célébration. Plus qu'une célébration, cet événement a honoré la culture béninoise et ses racines à travers des performances inoubliables, réunissant modernité et tradition dans une communion émouvante, rapporte fraternité. Une réussite étincelante relève le matinal
qui nous plonge dans les temps forts des Vodou Days et nous propose quelques impressions de dignitaires. Triomphe inattendu et éclat culturel affiche pour sa part à sa manchette Bénin intelligent, également épaté par la qualité et la quantité du spectacle offert. Le quotidien met en exergue la prestation Ins du rappeur béninois Boboé et le signe révélé par la consultation du Tofa, Fou Yekou. Le matinal a suivi les premières interprétations de ce signe et nous informe que selon le président du comité des rites vaudou, Fou Yekou apporte la protection, l'invincibilité et la prospérité pour le pays. Riche en festivités, la semaine écoulée est également marquée de plusieurs événements dramatiques ayant frappé à bout portant le Bénin. Les forces de défense et de sécurité ont subi mercredi 8 janvier 2025 une nouvelle attaque terroriste au point triple situé au nord du Bénin, dans la région frontalière partagée avec le Niger et le Burkina Faso, signale Fraternité, qui indique que l'assaut a engendré la mort de 28 soldats béninois. Le quotidien Maison nous apprend en outre que l'hécatombe est vivement condamné par la CEDEAO. Selon Nord-Sud Quotidien, cette attaque meurtrière est revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans alliés du réseau Al-Qaïda. Le journal précise également que lors des échanges de tirs, les forces de défense et de sécurité ont réussi à neutraliser 40 assaillants. Le Bénin pleure 16 soldats tombés à Banikwara. Titre tristement, le potentiel affichant la photo de 35 jeunes hommes entreuillis et rapportant les réactions du commandement militaire, des politiques, des religieux et des syndicalistes. Libération annonce de son côté une rencontre d'urgence au palais de la Marina entre Patrice Talon et le haut commandement militaire. Le second drame ayant suscité émoi et consternation au sein de l'opinion publique ce week-end est celui de l'explosion dans un magasin de vente de gaz domestique survenu samedi 11 janvier 2025 à Akpakpa, dans la ville de Cotonou. Selon le matinal, on dénombre 6 morts et plusieurs blessés graves. À travers un communiqué rondement publié dimanche, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique précise les circonstances du drame et appelle les riverains à prendre quelques précautions au fin d'éviter l'alourdissement du bilan. Mais pendant ce temps, les institutions de Bretton Woods continuent d'attribuer des lauriers à Cotonou. L'économiste nous révèle en effet que le Bénin figure dans le top 20 mondial du Fonds monétaire international. Terminons, mesdames et messieurs, par cette vindicte populaire rapportée par le Télégramme. Un présumé voleur de moto a été battu puis brûlé vif ce dimanche à Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Fin de la revue de presse de ce lundi 13 janvier 2025.